Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de te donner concrètement la méthodologie que je m'étais fixée en PACES pour les cours d'anatomie. Tu vas voir que l'anatomie, c'est avant tout une question d'organisation. En fait, concrètement, je vais te donner 7 règles dans cette vidéo que je vais bien développer. Et j'espère que ça pourra t'aider à pouvoir en tout cas ne pas perdre de temps ou pouvoir en gagner pendant tes révisions. Numéro 1, te trouver un binôme efficace. Tu vas voir que l'anatomie c'est la seule matière où tu ne peux pas bosser tout seul. Tu vas forcément avoir besoin de travailler en équipe. Comment ça se passe concrètement un cours d'anat? Eh bien, de la première à la dernière minute de cours, tu vas avoir un prof qui va arriver, qui va te réciter son cours, mais vraiment en se baladant, et en même temps qui va te faire des schémas. Concrètement, c'est très intense et tu ne peux pas, une personne humaine seule ne peut pas prendre à la fois en note donc, ce qui est marqué au tableau, donc les schémas, et toutes les remarques du prof. Le fait de te mettre en binôme ou en trinôme, ça va concrètement permettre de répartir les rôles et c'est à toi déjà de choisir si tu veux être binôme prise de notes ou binôme prise de schéma. Alors, me concernant, j'avais fait binôme prise de schéma parce que tout simplement j'étais plus à l'aise avec la mémoire scripturale, donc j'apprenais bien mieux en faisant les schémas et puis c'était quelque chose qui me plaisait depuis tout petit de dessiner. Et puis en plus il y avait aussi le fait que par rapport à mon binôme, je tapais moins vite au clavier. Donc voilà, c'est tout des paramètres que tu peux prendre en compte pour une organisation efficace. Il faut te dire que même avec une répartition des rôles comme ça, tu vas quand même être débordé pendant toute l'heure. C'est vraiment des heures de cours où tu es concentré de A à Z et tu dois rien louper de ce qui se dit, de ce qui se dessine. Pour l'anecdote, nous à Lille, on avait un prof d'anat, maintenant qui est à la retraite, mais on le surnommait Dieu parce qu'en fait il avait, en plus de son doctorat, entre autres il avait fait les beaux-arts et c'était un prof qui était capable de te réciter son cours au mot près et qui en même temps pouvait te faire un schéma mais vraiment parfaitement symétrique avec les deux mains. Donc voilà, ça te donne vraiment l'idée de ce qui peut t'attendre en anatomie. Concernant la personne prise de notes, le plus gros obstacle qu'elle va devoir affronter, c'est qu'elle ne saura jamais quelle sera la mise en forme qui est la plus judicieuse. À moins d'avoir les cours des profs de l'année précédente, et encore des fois les profs vont s'échanger les chapitres, tu ne peux pas vraiment savoir où on va t'emmener. Ça va dépendre de la personnalité du prof, ça va dépendre de la nature du sujet qu'il traite, ça va dépendre du nombre d'heures de cours qu'il a devant lui pour te le montrer. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de binômes au début qui prennent vraiment en note texto les remarques du prof. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des pavés indigestes. Et quand tu reprendras le cours 1 heure, 2 heures, une journée après le cours en amphi, et ton support, ça sera un pavé avec 36 fois le mot ici, 47 fois le mot là, sauf que là, avec le recul, tu sais pas ce que le prof avait voulu désigner à l'instant T. Dans le même genre assez handicapant, tu as quand le binôme prend le texte entièrement à la main, et non pas au clavier. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va envoyer le texte, le problème c'est que le coéquipier, il va devoir passer un temps fou à traduire le texte parce que c'est pas son écriture et que c'est pas forcément clair parce que tout simplement la personne était pressée et donc c'est plus égribouillis qu'autre chose. Ce que je te conseille, ce que j'adorais chez mon binôme, c'était sa mise en forme qui était très claire et très épurée. En fait, lui, il revenait à la ligne à chaque changement d'idée majeure et il mettait en gras chaque idée clé, chaque élément de schéma du type nom de muscle, nom de nerf, nom d'artère, de veine, etc. Et ça, tu verras que ça fera une mise en forme qui est beaucoup plus étalée, mais qui est beaucoup plus claire. Alors la difficulté principale avec l'anatomie, pour te donner un exemple, de mon temps, on n'avait que 46 heures de cours pour apprendre la quasi-totalité du corps humain. Alors je sais qu'avec la réforme de la PACE, les programmes ont un peu changé,
mais tu te doutes que ça trace toujours autant et que en fait le binôme prise de notes n'a pas vraiment d'autre choix que de rester les yeux rivés sur son clavier. Alors il faut quand même de temps en temps checker le tableau pour jeter un petit coup d'œil et savoir si le schéma qui est affiché correspond à ce qu'il est en train de recopier dans sa prise de notes. Il faut bien se dire que l'idée c'est de recopier un maximum de choses que tu as entendues ou vues en cours. Et concrètement, tu repars chez toi avec des gribouillis et l'idée c'est que pour celui qui fait les schémas, il doit les refaire au propre et celui qui est en prise de notes, il a son enregistreur et il va vraiment retranscrire au mot pour mot les remarques du professeur. Concernant la personne qui est prise de schéma, je vais te donner les bons réflexes à adopter dès le début et tu vas voir qu'ils seront importants parce que ça va te faire gagner un temps fou. Alors, règle numéro 1, c'est que un schéma égale un côté égale une feuille. Autrement dit, t'es pas dans la tête du prof, tu ne sais pas ce qui va te pondre, tu débarques dans une matière qui est complètement inconnue, nouvelle, on n'a jamais eu de base d'anatomie au lycée ou quoi que ce soit, ce qui fait que tu peux pas prévoir la place que ça va te prendre. C'est absolument dingue le nombre de fois où tu commences ton schéma tranquille, et le problème c'est que comme il n'est pas forcément centré, tu te retrouves à la fin avec des éléments de plus en plus périphériques qui se retrouvent complètement écrasés contre la bordure, Et là, il n'y a plus rien qui est proportionnel, tu galères pour la légende et tout ça, et ça te donne juste un gribouillis dégueu. Donc voilà, notion à retenir, laisse de la place. Si je t'ai dit d'utiliser un seul côté de la feuille, c'est tout simplement parce que je vais te recommander d'utiliser des feutres fins pour écrire, pour dessiner, parce que contrairement à du crayon de bois, quand tu vas scanner tes schémas, ça se verra beaucoup mieux pour ton binôme. Donc l'idée c'est dès le début de commencer avec quelque chose qui est bien marqué au niveau du schéma, et quand tu tourneras, tu verras que tu verras les feutres fins. Avec la trace, je te conseille vraiment de carrément prendre une autre feuille, pour pas te mélanger. Règle numéro 2, privilégie le papier machine, donc A4, vierge, donc blanc, et au format paysage. Pourquoi? Parce que je t'ai dit tout à l'heure que le prof commençait son schéma au centre de la coupe et que au fur et à mesure des explications, il va ajouter des couches de muscles, des veines, des artères, bref, j'en passe. Donc concrètement, tu auras juste à compléter de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, comme tu préfères, ça dépend comment le prof le prend. Et concrètement, le fait de ne pas commencer au centre, ça va pas t'handicaper parce que le prof va pas s'amuser à dessiner les deux côtés. Il va dessiner seulement un côté, il a que le temps, de toute façon c'est symétrique. Et de cette manière-là, tu auras ta feuille A4. Alors pourquoi A4? Parce que moi j'ai déjà vu des gens qui prenaient des schémas sur des demi-pages. Je sais pas comment ils faisaient, franchement, chapeau. Mais tant qu'à faire, autant utiliser le format optimisé pour faire rentrer la feuille dans le scanner et puis que ton binôme ait les schémas en format optimisé, Autre chose, ne fais pas l'erreur que je faisais tout le temps au début, c'était d'utiliser du papier quadrillé. Pourquoi? Parce que tu t'handicapes toi-même en fait. Tu vas utiliser un fond quadrillé et ça va te faire mal aux yeux plus qu'autre chose. Les traits rectilignes vont se mélanger avec les traits de ton schéma. Enfin voilà, si tu peux éviter, fais-le. Règle numéro 3, fais-en plus que le prof au niveau des annotations. Tu vas voir que le prof, il va simplement de temps en temps, clac, te montrer du doigt pendant une seconde à peine tel élément. Il va te dire ça c'est le nerf vague, ça c'est l'artère brachiale, ça c'est je sais pas moi l'os coxal. Et donc en fait concrètement c'est pas lui qui va te pondre une belle légende à côté comme si tu étais au lycée Concrètement tu dois être proactif de A à Z et c'est à toi de bâtir ta propre légende parce que le prof il va pas s'amuser à écrire en plus qu'il dessine parce que ça va lui prendre du temps et ça lui handicaperait son schéma au niveau de la place. Maintenant on va faire l'exercice en pratique. Imaginons que tout ça c'est ta feuille donc au format paysage.
tu vas commencer par mettre schéma numéro X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coupe X, sagittale, longitudinale, transversale. Alors tu vas voir qu'au début tu ne comprends rien du tout parce que c'est du 3D et qu'il faut se représenter des schémas qui sont en 2D dans la vraie vie au niveau de ton corps. Donc concrètement, au début tu vas galérer, mais bon, ça va venir au fur et à mesure et tu mets de tels éléments. Ensuite tu vas noter la direction, donc ça on te l'indiquera au début en général, mais tu feras gaffe parce que de temps en temps, au fur et à mesure que tu avances dans l'année, ils considèrent que c'est plus ou moins acquis, donc ça sera à toi de le faire toi-même. Donc admettons, ça sera avant droite. Voilà. Avant droite. Alors ça tu peux le faire au début, moi je te conseille à la fin de carrément, pour que ce soit plus visuel, t'indiques voilà, comme voilà, quand tu as de la place, tu mets vraiment, tu redessines tes trucs, comme ça tu visualises bien dans l'espace. Ensuite ici tu vas mettre le nom du prof, voilà, exemple, voilà, et tu mets la date. Pourquoi c'est important de le mettre? Au début ça me paraissait con, mais sache que tu vas accumuler tes schémas dans des classeurs. Pour le peu que ton classeur se retourne, que tu t'éparpilles tous tes schémas, tu ne sauras plus quel schéma correspond à tel cours. Et tu as aussi des cas où le prof n'a pas eu le temps de faire tous ses schémas dans l'heure d'avant, alors il va rattraper à l'arrache dans l'heure d'après le dernier schéma qui lui reste à faire. Tu vas te retrouver avec des schémas éparpillés dans différents cours. Et le but du jeu, c'est vraiment d'associer chaque chapitre avec un nombre de schémas déterminé. Ensuite, encore quelque chose de très important, tu vas avoir ton schéma qui sera ici. Et je te conseille en bas, donc à peu près au quart inférieur de ta feuille, de mettre ta légende. Comment on l'a fait la légende? Tu vas mettre tes numéros ici, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là tu vois, tu as de la place, hein. C'est format paysage, tu mets l'élément. Pourquoi faire comme ça et pas méthode traditionnelle en mode élément 1, élément 2, etc. Parce que le prof, des fois, va désigner quelque chose et tu peux très bien mal voir. Tu peux croire qu'il désigne ça alors qu'il désigne ça. Ce qui fait qu'après, tu dois rattraper comme ça les flèches. Enfin, ça te donne un truc immonde. Et en plus de ça, tu as des numéros qui se mélangent avec les couleurs quand tu vas peindre. Quand tu vas passer au feutre tes muscles, admettons, pour que ça soit plus visuel, tu vas plus rien voir au niveau des numéros. Si tu mets une légende en bas, ça sera beaucoup plus clair dans ta tête. Et puis si tu te gourdes de numéros, tu as juste à changer, le 5 devient 6, le 6 devient 5, tu vois ce que je veux dire. Alors pour optimiser ta compréhension et celle de ton binôme, tu vas vraiment au niveau du nom des éléments faire deux distinctions. Pour tout ce qui est gros éléments style muscles, os, ça va être des grosses surfaces, tu vas avoir de la place pour noter à l'intérieur les noms. Exemple, grand pectoral. Voilà. Le truc, c'est que les chiffres vont vraiment t'aider quand tu auras des petits éléments style artère, veine, tu vois, des trucs comme ça qui se superposent. Là, il suffit d'indiquer ton numéro, et là voilà, c'est un peu plus clair. Non seulement ça allège ta légende, parce que tu as certaines annotations qui sont dedans, et en plus de ça, tu vois bien quand tu as plusieurs éléments, voilà, tu as les trucs, les chiffres qui sont là. Tandis que la méthode traditionnelle qui consiste à faire un espèce d'éventail en notant à chaque fois artère, blablabla, veine, blablabla, tu vois bien que quand on rajoute les éléments, c'est la merde. En fait, si je devais résumer les deux qualités à avoir vraiment lors des cours d'anat, c'est les capacités de concentration et la vivacité d'esprit. Tu te dises que vraiment tous les efforts intensifs que tu vas fournir pendant cette heure magistrale, plus que dans n'importe quelle autre matière, ça va être du temps gagné par la suite. Parce que quand tu rentreras chez toi, et ben, concrètement tu auras deux paquets, donc ton paquet de feuilles avec le cours, et donc tout le texte, et à côté tous tes schémas notés. À tout moment, tu dois savoir quelle partie de cours se rapporte à quel élément du schéma. Ça doit vraiment être visuel dans ta tête et l'association doit être parfaite. Alors petit point pour te rassurer un peu, si ça se trouve tu es derrière ton écran en PLS, tu te dis « Ouais mais chante, j'ai pas fait les beaux-arts, j'y arriverai jamais, gna 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 ». Non, faut pas avoir cette mentalité là.
je vais pas te mentir, je vais être transparent avec toi. Moi, la première séance d'anat qu'on nous a mise, c'était le cœur avec tous les artères, les vaisseaux qui partaient dans tous les sens. Les gens, ils sont sortis de cours d'amphi, bah, et forcément ils pleuraient, et moi-même je me suis dit, bon bah voilà, c'est le début d'une longue galère. Après voilà, tout réside dans la façon de t'approprier le truc. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas, sur Terre, il n'y a pas grand chose de compliqué. En fait, c'est toujours cette peur de l'inconnu, tu vois ce que je veux dire? C'est forcément au début tu manques de recul, donc tu sais pas par quel bout le prendre. Après, à partir du moment où c'est nouveau, bah t'as peur, mais quand tu rentres dedans, quand tu apprends à visualiser en 3D tout ça, tu intègres les schémas et ça se passe beaucoup mieux. Alors oui, je vais pas te mentir, t'auras au début des jambes qui seront quasiment vides. T'auras pas le temps de finir un schéma que le prof sera déjà passé au schéma suivant. T'auras des prises de notes qui seront complètement fouillies, ça sera vraiment des légendes de l'espace, enfin des schémas de l'espace. T'auras plein de mots que tu ne comprends pas, qui sont des termes médicaux que tu sais même pas orthographier. Mais ça fait partie du jeu et voilà, c'est juste le temps d'adaptation du mois de septembre. Et après, tu vas trouver ta propre méthodologie pour progresser. La deuxième grande règle, c'est dans le cas présent de toujours privilégier la quantité à la qualité. Alors je m'explique, si tu veux, toute ta vie, toutes tes études, dans n'importe quel projet que tu auras toujours la balance qualité-quantité. C'est difficile d'avoir vraiment les deux à 100% parce que ça demande vraiment un certain effort. Et dans certains cas, tu es obligé de privilégier la quantité, comme ici. Pourquoi? Parce que tu fasses des belles formes symétriques, tout ça, on s'en cale. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum ta légende complète. Parce que tu peux te dire que, dans tous les cas, sans doute les 3/4 de tes schémas, tu devras les refaire au propre pour les envoyer à ton binôme. Règle numéro 3, avoir la main lourde sur les couleurs. Alors je m'explique, quand tu vas arriver en amphi, tu vas voir, c'est magnifique. T'as la moitié de l'amphi qui sort les PC en début d'heure pour les prises de notes, et tu as l'autre moitié qui va te sortir mais des panoplies de feutres, de crayons de couleur, de feutres fins, il y a tout, franchement des fluos. Et donc chacun a sa méthode, et moi je faisais partie de ces gens qui avaient choisi de tout prendre. Donc j'ai été sur mon petit morceau de table, dans un amphi où tu peux même pas t'étaler au niveau des jambes. Ça c'est vachement chiant parce que moi j'adore m'étaler. Mais j'avais concrètement tout, j'étais tellement doué que tous mes feutres partaient dans la capuche de la fille devant, quoi. Fallait toujours aller à la pêche pour tout récupérer pendant l'heure. Tout ça pour dire que, en gros, chacun a sa méthode. Mais pour quelqu'un, si t'es comme moi, t'es très visuel et que tu peux réciter par cœur des très longs passages, mais à condition de pouvoir visualiser les mots sur ta fiche, utilise de la couleur. Alors concrètement, si tu fais l'inventaire, on va commencer par les crayons de couleur. Alors crayons de couleur, c'est super parce que ça te permet de colorier des très grandes surfaces. Donc tout ce qui est muscle, c'est le top. Si tu as des nuances de rose et de orange, ça va beaucoup t'aider. En cours, on n'a pas trop le temps, donc en fait, ce que je te conseille de faire, c'est tu hachures simplement. Et quand tu rentres chez toi, tu prends le temps de bien colorier tes muscles au propre. Et tu verras que les muscles profonds, les muscles superficiels, tu verras par rapport aux superpositions, celui qui ressort le plus, etc. Concernant les feutres fins. Les feutres fins, c'est mes bébés, c'est ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps et d'apprendre beaucoup plus vite que d'autres étudiants mes cours dans mes études, parce que je faisais tous mes fiches avec des 12 teintes de crayons différentes. Concrètement, en anat, ça va te permettre de faire les artères en rouge, les veines en bleu, les ligaments en vert, et par convention on met les nerfs en jaune, mais je te conseille de le mettre en orange parce que toi sur ton schéma tu verras rien. Mais au tableau en général le prof le mettra en jaune. Peut-être un petit bémol par rapport au feutre fin, fais gaffe avec parcimonie l'utilisation parce que ça bave en fait sur le schéma, donc fais gaffe à que ça soit simplement de simples éléments comme vert, veine, artère, etc. Concernant les feutres plus gros,
C'est quelque chose que je te conseille d'utiliser vraiment un minimum. Ça pourrait être utile quand tu as plusieurs éléments qui se mélangent au premier plan et que tu cherches à en différencier, en mettre plus un en valeur, tu vas mettre du gros feutre dessus. Concernant les surligneurs, ça c'est vraiment l'arme des étudiants en santé. Moi j'en ai toujours eu une dizaine parce qu'ils en font aussi à côté dans des couleurs pastel et ça m'a toujours aidé redoutablement parce que en gros pour les cours d'anat je m'en servais comme téléporteur. Je surlignais, ça faisait vraiment un arc-en-ciel dans ma fiche de cours, donc avec toutes les prises de notes j'avais vraiment toutes les couleurs. Concernant mes schémas, en fait, bon, tu vas pas mettre du jaune fluo, du vert sur ton schéma, tu mets seulement sur ta légende et tu vas juste surligner, admettons, selon la nature. Par exemple, si j'avais un muscle tatata, et ben je marquais même pas de muscle, tu vois. Le fait simplement de le surligner au orange, je savais que c'était un muscle. Et en fait, concrètement, j'avais juste à, quand je révisais, cacher la légende, et à partir de l'arc-en-ciel sur ma prise de notes, je devais essayer de replacer sur mon schéma. Le fait que c'était coloré, ça m'aidait beaucoup plus rapidement à trouver dans le passage de quoi on parlait, ça m'aidait aussi beaucoup plus rapidement à le trouver sur le schéma. Donc voilà, ça me faisait vraiment un lien entre les schémas et le texte, et puis j'avais pas à chercher pendant des plombes si un mot me manquait ou si j'arrivais pas à le placer. Tout de suite ça sautait aux yeux de par la couleur et l'emplacement dans le paragraphe. Règle numéro 4, toujours privilégier l'anat dans son planning. C'est très simple, moi dès que je rentrais chez moi, la première chose que je faisais c'était refaire mes dessins au propre et les envoyer, les scanner le plus rapidement possible pour mon binôme. Pourquoi? Parce que tu peux pas demander à ton binôme une prise de notes rapide, sachant que c'est lui qui devra passer le plus de temps sur la retouche. Et le fait que je lui envoie d'abord les schémas, lui, ça va lui permettre de retoucher sur son traitement de texte avec des termes plus précis. Par exemple, tout ce qui est ici, là, etc. Il va remplacer ça par sur le schéma, un X en haut à gauche, etc. C'est pas compliqué, il suffit de faire un drive. Nous, c'était vraiment le début des drives quand j'étais en classe S. Là, tu mets vraiment par dossier selon le prof, selon le chapitre. Et comme je te disais tout à l'heure, je t'avais parlé que le prof pouvait faire un schéma qu'il n'avait pas fait la séance d'avant. L'inverse est vrai aussi, il peut très bien reprendre un schéma de la séance d'avant et dire écoutez, il y avait une coquille, je dois modifier ça. Donc c'est tout l'intérêt de vraiment bien annoter et toujours être rigoureux au niveau de la classification des cours. Autre chose, dis-toi aussi que l'anat est prioritaire par rapport aux autres matières parce que, en tout cas je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais nous c'était que en décembre. On n'avait qu'une épreuve pendant l'année et tu ne pouvais pas rattraper au second quad. Donc concrètement, si tu avais une note de merde, tu avais une moyenne de merde. Donc surtout avec un coefficient comme l'anatomie, tu ne pouvais pas te permettre de le louper. Donc tu te retrouvais concrètement avec 3 mois finalement, septembre, octobre, novembre, pour apprendre la quasi-totalité du corps humain. Astuce numéro 5, multiplie tes supports et crée toi-même les tiens. Alors je m'explique, moi je vais te donner 5 sources, 5 supports que j'utilisais, et puis après les supports que moi-même je crée. Déjà tu peux prendre tout ce qui est les cours de prépa des années précédentes. En général tu verras que ça circule pas mal sous le manteau. C'est des cours qui sont en général numérisés, donc c'est quelqu'un qui s'est amusé à scanner tous les schémas, tout ça, tous les polis. Et donc, à défaut d'être inscrit dans une prépa pendant l'année, d'avoir les cours mis à jour, tu as au moins les cours des années précédentes et tu peux retrouver des schémas qui ont déjà été utilisés dans le passé. Et pour ça, finalement, c'est bien parce que tu peux simplement, moi ce que je faisais concrètement, c'est reprendre ces fameux polis, recopier la légende sur mon propre schéma, et comme ça je complétais la légende de mon schéma. La deuxième chose que je faisais, c'était d'utiliser les cours papier d'une tierce personne qui avait déjà fait PACES. Pourquoi? Parce que du papier, t'as pas plus concret, et que sur le long terme, tu te bousilles beaucoup moins la vue. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que moi, l'année de ma naissance, j'avais un cousin qui avait fait PACES,
Et quand moi je suis arrivé en PACES, lui était déjà pédopsychiatre et il m'a passé ses cours parce que finalement il n'en avait plus besoin. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'avais ces schémas qui dataient d'il y a 20 ans, mais il n'y a rien qui changeait vraiment parce que finalement c'est de l'anatomie. Donc la constitution du corps humain ne va pas changer en 20 ans. Ce qui fait que j'avais vraiment les schémas qui étaient déjà notés, tout ça. Et la seule différence finalement, c'était qu'avant, dans le temps, on utilisait des termes en grec, tandis que maintenant, on a reconverti les termes médicaux plutôt en latin. Mais sinon, à part ça, l'insertion était la même, etc. Donc finalement, dis-toi que s'il y a un tiers des connaissances médicales qui sont renouvelées tous les 10 ans, finalement l'anatomie ça changera jamais. Donc tu vois comme quoi avec un support de 20 ans, ça marche toujours. La troisième chose, c'est l'utilisation d'un logiciel d'anatomie en ligne. Ça c'était vachement pratique, c'était un ami qui me l'avait donné. En gros, tu pouvais prendre ton bonhomme et tu pouvais le faire tourner dans tous les sens, tu pouvais enlever les organes superficiels pour voir les organes plus profonds. Et concrètement, c'était super parce que c'était gratuit. Le truc c'est que maintenant, ils ont compris la combine et si tu veux vraiment avoir un bon logiciel d'anatomie qui est potable, faudra payer en général. Quatrième support, c'est le Netter. Alors le Netter, qu'est-ce que c'est? C'est un atlas d'anatomie humaine, c'est très très connu dans le monde de la santé. Moi je l'avais eu comme cadeau de Noël, ça a coûté quand même 80 balles, mais l'avantage c'est que c'est un livre qui est très bien fait, qui est vraiment très agréable à regarder. Mais en tout cas, c'était toujours bien quand vraiment tu comprenais rien du tout, tu ouvrais la page et tu avais vraiment les planches vraiment très spécifiques avec tous les éléments bien discernés. La cinquième chose, je te le redirai jamais assez, c'est faire les annales. Les annales, tu peux remonter dans les années autant que tu veux. En général, faut que tu te dises que 99% des cas, ça sera des QCM. Il est possible que tu aies aussi au concours des schémas à compléter. Concernant les fiches à créer toi-même, les supports que tu peux créer pour t'aider. Moi, je l'avais surtout utilisé pour tout ce qui est vraiment information brute et ultra compliqué à retenir, type les relations entre les os du crâne, les insertions et innervations des muscles du bras, de la jambe, etc. Il y avait quoi aussi? Il y avait les caractéristiques de chaque type de vertèbre, qui étaient aussi assez complexes, parce qu'en fait, le truc c'est que au concours, on aime bien jouer avec les mots, et un truc comme ça, tu vois, c'est cadeau. Tu peux en perdre pas mal avec une simple question sur un mot qui change, ou quoi que ce soit. Règle numéro 6, se raconter des histoires et essayer de créer un maximum de moyens mnémotechniques. En fait, cette matière-là, la natte, il faut que tu te dises que c'est très bête et méchant, quoi. Tu vas pas le pondre, si tu sais pas, tu sais pas. Concrètement, si tu apprends du droit, tu sais que c'est quelque chose qui est né des hommes, donc il y a une certaine logique. Tu as aussi de la logique dans certaines autres matières scientifiques, parce que tu peux dire par raisonnement, voilà, ça c'est telle cause, ça c'est telle conséquence. Le corps humain, voilà, c'est tout, c'est comme ça, à part l'apprendre par cœur, il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça, tu apprends. En plus de ça, tu as aussi une complexité qui est dans ce qu'on appelle la variabilité interindividuelle. Ce qui fait qu'en fait, grosso modo, une personne par rapport à une autre, même si on dit que chaque humain est pareil à l'intérieur, c'est pas exactement vrai. Tu as toujours des différences au niveau de l'insertion de certains muscles, etc. Ce qui fait que toi, en fait, on va te donner un modèle théorique, ce qu'on repère chez un maximum de personnes, mais il faut que tu te dises que c'est pas non plus une recette magique en fait. Donc voilà, après tu seras interrogé sur des choses qui sont quand même générales, quoi, un maximum de personnes, mais il faut bien que tu te dises que c'est à toi aussi de chercher des moyens mémotechniques, essayer de chercher sur internet, tu as toujours des phrases pour tout ce qui est insertion, par exemple les os de la main, tout ça, tu trouveras des phrases toutes faites, mais pour le reste, vas-y, n'hésite pas à chercher des phrases, même si ça peut paraître con, l'essentiel c'est le résultat. Moi ce que je faisais c'était que
dès que je trouvais quelque chose qui rentrait pas, et ben, je faisais ma phrase que je mettais en crayon de bois dans la marge, puis après bon, l'enjeu c'était de retenir le moyen mnémotechnique. Règle numéro 7 et dernière astuce, ça va être de recopier dans un cahier à part toutes les informations qui sont un peu rebelles pour ta mémoire. En fait, je me disais juste que c'était ultra con de chercher à avoir le même cours pendant une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 15 fois, parce que finalement, c'était pas au bout de 100 fois que t'allais le savoir davantage. Le temps, la balance énergie sur temps, elle était pas super bonne. Et en gros, je me disais simplement, ça sert à quoi de relire des informations que tu as déjà enregistrées dans ton cerveau? Tu vois, tu disperses ton attention quand tu fais ça. T'as pas besoin de torturer ton cerveau, à chaque fois lui imposer le boulot de devoir trier si c'est une vieille info ou si c'est une nouvelle info et qu'il doit l'enregistrer. En pratique, comment on fait, c'est avant tout respecter son rythme biologique. Et puis en fait se dire que ton cerveau c'est pas ton ennemi, c'est ton ami. Faut vraiment le respecter et faut se dire concrètement que tu peux pas lui imposer comme ça des choses à retenir en lui disant voilà absorbe, absorbe, absorbe. Moi je me dis, tu vois, s'il a envie d'absorber, tant mieux, s'il a pas envie d'absorber, c'est pas grave, genre on passe à autre chose et puis basta. Ça sert à rien de rester pendant 15 ans sur un truc. Si c'est pour réviser pour indigestion, autant rien faire quoi. Enfin, si c'est pour pas être à 100% de ses capacités, ça sert à rien. Genre faire les choses à moitié, c'est... Donc vaut mieux bosser beaucoup moins d'heures, mais bosser vraiment comme personne autour, tu vois, vraiment au maximum de ses capacités, de sa concentration, plutôt que de faire un peu du moitié sur du long terme quoi. Parce que ce qui compte en fait, c'est de se dire que la passesse c'est un marathon et que c'est surtout le moral qui va jouer. Moi je pense que c'est, je sais pas, la passesse c'est 20% de capacité, 80% de morale. C'est du mindset, c'est la force mentale et le fait, tu vois, de vraiment lire très vite mes cours, pas chercher du premier coup à tout absorber, ça me permettait moi d'aller me coucher le soir en me disant voilà, j'ai fermé le cours. Et le fait par rapport à d'autres personnes qui étaient beaucoup plus stressées parce qu'elles se disaient voilà j'ai 36 cours de retard, moi je passais une meilleure nuit, je prenais le temps d'oxygéner mon cerveau et je me disais concrètement même si en pratique quand on va m'interroger sur des détails je serais pas beaucoup meilleur qu'un autre, au moins j'ai la satisfaction d'avoir fini le cours et d'avoir un peu une jauge dans ma tête en me disant voilà, je sais combien de temps ce cours m'a pris, je sais la deuxième fois quand je le verrai combien de temps ça va me prendre à apprendre les éléments qui me manquent. Et donc voilà. Du coup en pratique comment je faisais? Et alors je faisais une première lecture des cours qui était quelques heures à peine après le cours magistral parce que je profitais que ma mémoire auditive était encore fraîche et je me contentais simplement de surligner les éléments qui m'avaient marqué. Donc en gros je savais que ces éléments là, ça servait à rien de les relire ensuite 36 000 fois par la suite parce que c'est des trucs, normalement c'est rentré tu vois, tu peux les relire de temps en temps par rapport à la courbe de l'oubli, mais ça sert à rien de toujours relire les mêmes choses. Donc voilà, je me disais à la fin du cours, ce que j'ai retenu tant mieux, ce que j'ai pas retenu c'est pas grave, mais au moins j'ai des bases dans ce cours et je sais que à partir de ces bases là je saurais compléter avec les détails et faire comme une pyramide. Ce que je faisais, c'était lors de ma deuxième lecture, j'avais déjà mon cours qui était déjà surligné, donc ce qui était surligné je le lisais mais très vite quoi, parce que je savais très bien que je l'avais déjà lu, et je me focalisais plus sur les détails, donc ce qui n'était pas surligné. La troisième fois, j'avais déjà retenu pas mal de pourcentage du cours, et ce que vraiment je me disais que je ne saurais pas retenir sur le long terme, je me disais qu'il fallait que je le marque dans un autre cahier. Je me disais, voilà, si j'ai pas su au bout de 3 fois le retenir, il faut un support extérieur, il faut utiliser la mémoire scripturale, et c'est pour ça que je faisais ce cahier avec d'une part tous les muscles, admettons, les insertions que j'avais pas su retenir, et aussi je mettais tout ce qui était les items d'annales où j'avais eu faux. Parce que je me disais, si j'ai déjà eu vrai dans les annales et que la question retombe, j'aurai vrai à nouveau. Si j'avais eu faux, là le fait simplement de relire les questions fausses, je ne vais pas perdre mon temps sur autre chose, je me focaliserai dessus que pour avant le concours.
Donc concrètement, avant le concours, je relisais pas les premiers cours, ils me servaient à rien. Enfin les cours bruts, je m'en foutais. Parce que la seule chose que je lisais, c'était mes fiches et mes petits cahiers. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider pour affronter l'épreuve d'anat le mieux possible. Si tu as aussi des moyens mémotechniques, des méthodes, des astuces, des tips, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour aider le reste de la communauté. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une autre vidéo qui parlera des études de santé. Allez, ciao!